l'archéologue Randy White explore le sous-sol du sud-ouest de la France. Il est à la recherche d'un moment particulier de l'évolution, une époque baignée de mystère, quand, avec un changement en apparence minime, les hommes commencèrent à se comporter d'une manière totalement nouvelle. Il veut découvrir comment nos ancêtres sont devenus véritablement humains. C'est franchement angoissant de se trouver dans ces grottes. Elles sont froides, obscures, humides, inquiétantes et dangereuses. Quand des gens descendent 1 ou 2 kilomètres sous terre pour trouver des traces de peinture, c'est qu'il y a un motif plus profond que la simple exploration spéléologique. Peut-être que la grotte que nous explorons débouche sur notre site. Ce qui, s'il y a des peintures sur les parois de cette grotte, en ferait peut-être les plus anciennes peintures rupestres de la planète. Peut-être Randy White fera-t-il un jour une découverte aussi stupéfiante que celle effectuée en 1994, lorsqu'on a trouvé des grottes ornées de 300 peintures, certaines réalisées il y a 34 000 ans, les plus anciennes formes d'art pariétal connues. Mais la recherche de l'art n'est pas le seul objectif. Randy White veut trouver une chose plus importante: comment l'esprit humain est né. Là où jadis les hommes ne voyaient qu'une paroi nue, d'autres voyaient soudain des possibilités ahurissantes. En même temps que ces peintures, la technique, la communication et la culture humaine sont apparues. La question est donc: que s'est-il produit pour permettre tout cela? Comment se fait-il qu'une espèce a ouvert son esprit et les portes d'un royaume nouveau? Comment nos ancêtres ont-ils développé une manière radicalement nouvelle de se voir eux-mêmes et, avec le temps, transformer la planète? La vallée du Rift en Afrique de l'Est. C'est là où commence l'histoire de l'homme. Pendant des millions d'années, l'Afrique a été le berceau de l'évolution humaine. Sur ce territoire, un peuple ancestral a survécu, s'est reproduit et a transmis ses caractéristiques de génération en génération. Sans l'Afrique, l'humanité telle que nous la connaissons n'aurait peut-être jamais évolué. Autrefois, c'est là que vivaient des hominidés, avant que ceux-ci ne soient véritablement humains. Aujourd'hui, c'est un site que les scientifiques explorent afin de comprendre comment vivaient et pensaient les gens il y a plus d'1 million d'années. Chaque année, peu après la saison des pluies, Rick Potts mène une équipe qui scrute ces terres à la recherche de fossiles et d'outils en pierre, des silex. Selon Rick Potts, on fabriquait des silex à cet endroit précis. Il faut vraiment un œil très exercé pour trouver ce premier fragment de fossile, cet éclat de silex qui révèle que des hominidés se trouvaient ici. Et je savais que nous étions très proches d'un sol vieux d'environ 1 million d'années, où l'on avait déjà découvert quantité de fossiles et de silex.
Cela s'est révélé être une hache, un de ces outils en pierre que nos ancêtres fabriquaient il y a longtemps, il y a des centaines de milliers d'années. Les hominidés apportaient ces pierres des plateaux et en taillaient les bords pour en faire un outil. Ils pouvaient le tenir comme ça, dans leurs mains, et s'en servir pour creuser ou pour obtenir des éclats qui servaient à découper des animaux. On pourrait dire que c'est le couteau suisse du Paléolithique. À cet endroit, ce peuple du Paléolithique a répété la fabrication de cet instrument simple pendant près d'1 million d'années. Leur esprit était tourné vers la survie. Ils étaient capables de produire ces outils qui présentent un certain degré de complexité, mais le fait qu'ils ne cessaient de les reproduire indique qu'ils possédaient une sorte d'image mentale, une régularité dans leur mode de pensée qui leur permettait de les refaire encore et encore. Il est très probable qu'ils ne se parlaient pas comme nous. Et apparemment, ils s'en sortaient bien avec ce seul outil. On le trouve donc pendant 1,5 million d'années, ce qui est une durée immense, presque insensée. Si vous y réfléchissez, aujourd'hui, un programme informatique ne dure pas plus de 2 ans avant d'être amélioré ou diversifié d'une façon ou d'une autre. C'est pareil pour notre technique, notre technologie, qui n'est pas la même chose que la technique de ces peuples d'il y a 1 million d'années. Il leur manquait une chose que nous possédons, la créativité, l'innovation, la diversité des cultures qui caractérisent notre espèce. Sur l'arbre de la vie, l'évolution humaine a commencé il y a environ 6 millions d'années, lorsque les hominidés se sont séparés de l'ancêtre qu'ils partageaient avec les chimpanzés. Il y a environ 4 millions d'années, ils sont descendus des arbres et sont entrés dans une ère nouvelle. Il y a 2,5 millions d'années, avec une main modifiée, ils ont façonné des outils en pierre et ont commencé à dépendre de plus en plus d'un régime alimentaire à base de viande. La taille de leur cerveau a augmenté considérablement. Et il y a environ 2 millions d'années, certains ont commencé à quitter l'Afrique. Au début, ces premiers voyageurs ont rencontré quelques succès, mais ils ont tous fini par disparaître. C'est il y a seulement 60 000 ans que les premiers véritables humains modernes, nos ancêtres, ont quitté l'Afrique. C'étaient des cueilleurs-chasseurs qui vivaient en petits groupes sur de vastes étendues. Mais ils différaient de leurs prédécesseurs. Leur manière de vivre était révolutionnaire. Celle-ci avait émergé au cours de millions d'années par le biais des différents processus de l'évolution. Mutation, sélection, adaptation, compétition, échec, ponctués par quelques succès. C'était donc une histoire d'évolution, de changement sur la durée, guère différente de celle de tant d'autres espèces, mais à la fin, elle a produit des résultats nouveaux sur la planète. Le comportement a radicalement changé il y a environ 50 000 ans. Ce crâne appartient à quelqu'un qui vivait en Israël il y a à peu près 100 000 ans. Vous me direz, Israël, ce n'est pas en Afrique. À cette époque-ci. Israël est situé à la limite du continent africain et il y a eu des périodes où l'Afrique s'est étendue un peu du point de vue écologique et Israël y était effectivement incorporé. Voilà donc quelqu'un qui nous ressemble beaucoup. Si cette personne vivait aujourd'hui, si elle avait de la chair sur les os, si elle était correctement vêtue, on ne verrait pas de différence notable. Si vous croisiez cette personne dans la rue, vous ne changeriez pas de trottoir pour l'éviter. Cependant, cet homme d'il y a 100 000 ans ne se comportait pas comme nous. Et voici un être humain moderne qui vivait en Afrique il y a moins de 40 000 ans. Le crâne est quasiment le même. Le cerveau est véritablement le même. Du moins, la partie du crâne contenant le cerveau est identique. Mais c'était quelqu'un qui se comportait très différemment de la personne précédente. C'est quelqu'un qui fabriquait une gamme plus étendue d'objets en pierre, qui produisait beaucoup d'objets avec des os, de l'ivoire et des coquillages, qui faisait de l'art.
On le reconnaîtrait comme un être humain moderne, non seulement par son apparence, mais en termes de son comportement. En un certain sens, nous sommes tous des Africains. Si vous preniez un groupe d'enfants un peu partout dans le monde, en Australie, en Nouvelle-Guinée, en Afrique, en Europe, si vous mélangiez ces nouveau-nés à la naissance et les répartissiez dans n'importe quelle société, ils seraient capables d'apprendre les mêmes langues, à compter, à se servir d'un ordinateur, à concevoir et à utiliser des outils. Cela signifie que les parties formellement humaines de notre intelligence étaient déjà en place avant que nos ancêtres se répandent sur les différents continents. Après avoir quitté l'Afrique il y a 60 000 ans, cette espèce humaine, aux caractéristiques déjà actuelles, s'est dirigée vers l'Est, en Asie et même jusqu'en Australie. D'autres ont suivi la côte de la Méditerranée, ont continué vers le nord, se sont dispersés dans les montagnes, laissant derrière eux des preuves que leurs esprits étaient uniques. Ici, en Turquie, Mary Steiner et Steve Kuhn fouillent un site occupé par ces anciens immigrants. Cette grotte d'Uçazlı est l'un des premiers habitats des hommes modernes. Nous sommes ici tout à l'arrière de la grotte et des activités très diverses ont été pratiquées dans cette partie du site. Un peu plus haut que l'endroit où nous fouillons, à peu près ici, il y avait une structure, une sorte de mur de pierre qui délimitait ce que nous pensons être l'endroit où l'on dormait. Un peu plus bas, vous voyez cette forme triangulaire qui est un cône de débris. C'était un dépotoir. Il y a ce matériau blanc, de la cendre, et ce sédiment jaunâtre et grisâtre. Et chacune de ces petites taches blanches est soit un os, soit un objet. C'est bourré de matériel. Certes, un dépotoir, ce n'est pas très romantique, mais pour un archéologue, c'est merveilleux, car les déchets nous informent sur la manière dont les gens vivaient, mangeaient, sur ce qu'ils faisaient, comment ils fabriquaient leurs outils. L'équipe espérait exhumer des informations sur la vie quotidienne il y a 40 000 ans. Une surprise les attendait. Peu après le début des fouilles, nous avons compris que nous avions là un site extraordinaire. Dès que nous avons commencé à fouiller dans les sédiments, nous avons trouvé beaucoup d'ornements, principalement des perles, mais d'autres choses aussi. De prime abord, elles ressemblaient à des dents, et je me suis dit, ça y est, voilà d'autres fossiles humains. Just Nacerius? Oh yeah, that's Nacerius. And it's got the little hole in it. Local species here. It's definitely perforated. Oh yeah. This one's in very good condition too, even some of the original color of the shell. C'est très émouvant et même un peu intimidant car personne n'avait signalé ces perles dans cet endroit du monde. On se dit tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait de travers? En fouillant les couches de sédiments, ils ont trouvé des perles qui dataient de 43 000 ans, ce qui en faisait les plus anciennes jamais découvertes. Là, nous avons un millier d'ornements, surtout des perles, faites à partir de différents types de coquillages. Mais aussi la serre d'un rapace ou d'un gros oiseau de proie qui a été entaillé afin d'être porté autour du cou, comme un collier. Ils choisissaient toujours la même espèce. Il s'agit d'un animal relativement rare sur les plages, mais on le trouve dans la région. Et ils les collectaient de manière uniforme. On voit qu'ils ont été perforés par une personne afin d'être suspendus. Pour la première fois au Paléolithique supérieur, des gens ont ressenti le besoin dans certaines régions de dire des choses sur eux-mêmes en utilisant des matériaux durables. Ces objets, en matériaux durables comme les perles, ne sont d'aucune utilité pour la chasse, la cueillette ou pour se protéger. Cela signifie que les personnes qui vivaient là n'avaient pas seulement en tête leur survie. Pourquoi ces perles sont-elles tellement importantes? Que nous apprennent-elles sur les premiers temps des êtres humains modernes? On a trouvé des perles et des objets sur les itinéraires empruntés par nos ancêtres. Il y a 43 000 ans, les hommes s'étaient répandus en Europe de l'Est. Puis ils sont passés dans les plaines russes et en Europe centrale. Quand ils se sont installés en Europe de l'Ouest, il y a 38 000 ans, ils ne se contentaient pas de fabriquer des perles. Ils les produisaient en masse.